Installez-vous confortablement. Bienvenue à la lueur de la bougie. Ce soir, je vais vous raconter mon histoire de bijou maudit, celui que ma tante m'avait interdit de porter, celui qui a fini par porter quelque chose en moi. Je m'appelle Claire, j'ai 34 ans, et pendant longtemps j'ai cru que les objets étaient inertes, qu'un collier n'était qu'un collier, qu'une pierre n'était qu'une pierre. J'ai grandi dans une famille où l'on ne parlait jamais vraiment du passé. Ma tante Odile, la sœur de ma mère, vivait seule dans une maison en pierre au bout d'un chemin que peu de gens empruntaient. Elle n'avait jamais eu d'enfant et je crois qu'elle m'aimait à sa façon. Une façon distante, un peu sèche, mais je sentais toujours derrière ses silences une inquiétude qu'elle ne savait pas nommer. Je passais chez elle 2 ou 3 fois par an, pas plus. Quand elle est morte, l'hiver dernier, j'ai hérité de presque tout ce qu'elle possédait. Les meubles, les livres, la vaisselle ébréchée et une petite boîte en bois fermée à clé, cachée dans un tiroir de sa commode. Ma mère m'a dit que cette boîte contenait des bijoux de famille transmis de génération en génération depuis mon arrière-arrière-grand-mère. Elle m'a aussi dit, d'un ton étrangement grave, qu'Odile avait toujours refusé qu'on l'ouvre en sa présence. J'ai trouvé cela étrange sur le moment, mais je n'y ai pas prêté plus d'attention que ça. On enterre les gens, on range leurs affaires et la vie continue, ou du moins c'est ce qu'on se dit. La boîte est restée fermée pendant plusieurs semaines dans un carton au fond de mon appartement. J'avais d'autres choses en tête à ce moment-là, un déménagement de bureau, une rupture récente, l'hiver qui s'éternisait. Puis, un dimanche pluvieux, sans raison particulière, j'ai décidé de vider ce carton une bonne fois pour toutes. J'ai retrouvé la petite clé dans une enveloppe, scotchée sous le tiroir de la commode, que j'avais également récupérée. À l'intérieur de la boîte, il y avait plusieurs bijoux anciens, des boucles d'oreilles en argent noirci, une broche en forme de fleur, et tout au fond, enveloppé dans un tissu de velours grenat, un collier que je n'avais jamais vu auparavant. C'était une pierre sombre, presque noire par endroits, sertie dans une monture en métal terne, presque plombée. La chaîne était fine, un peu abîmée par endroits, mais la pierre, elle, semblait intacte, presque trop lisse pour son âge. J'ai tout de suite trouvé ce bijou étrangement beau. Beau d'une beauté un peu inquiétante, je dois l'admettre, comme ces choses qu'on regarde avec fascination avant même de comprendre pourquoi elles nous attirent autant. Je me souviens avoir passé mes doigts sur la pierre. Elle était froide, plus froide que le reste des bijoux dans la boîte, plus froide qu'elle n'aurait dû l'être dans un appartement chauffé, et j'ai ressenti à ce moment-là un frisson que j'ai mis sur le compte du hasard. Sous le tissu de velours, il y avait un petit mot, écrit de la main d'Odile, d'une écriture penchée et nerveuse. Il disait simplement « Ne le porte jamais, ne le sors jamais de cette boîte, laisse-le dormir comme je l'ai laissé dormir toutes ces années. » Je me souviens avoir souri en lisant ces mots. J'ai pensé que ma tante, dans sa vieillesse, avait probablement développé une petite superstition inoffensive, comme tant de personnes âgées le font avec certains objets. J'ai refermé la boîte ce soir-là et je l'ai posée sur une étagère de mon salon, presque comme une décoration. Je n'avais pas l'intention de porter ce collier, du moins pas dans l'immédiat, mais j'aimais savoir qu'il était là. Les jours suivants ont été d'un calme parfaitement banal. J'allais au travail, je rentrais, je regardais des séries le soir et la boîte restait fermée sur son étagère, presque oubliée au milieu du reste de mes affaires. Puis il y a eu cette soirée, environ 2 semaines plus tard. Une amie m'avait invitée à une fête pour son anniversaire, une de ces soirées un peu habillées où l'on aime se faire belle, et je cherchais dans mes affaires quelque chose d'un peu spécial à porter. Je ne sais pas exactement ce qui m'a poussée à rouvrir cette boîte. Peut-être la curiosité, peut-être l'envie de porter quelque chose d'unique, peut-être simplement le hasard d'un regard posé sur cette étagère au moment précis où je cherchais une idée pour ma tenue. J'ai ressorti le collier, j'ai encore hésité un instant devant le mot d'Odile, et puis je me suis dit que c'était ridicule, qu'un bout de papier écrit par une vieille dame un peu superstitieuse ne pouvait tout de même pas m'empêcher de porter un joli bijou. Je l'ai passé autour de mon cou devant mon miroir. La pierre est tombée exactement au creux de ma clavicule, comme si elle avait été taillée pour moi, et j'ai trouvé cela étrangement satisfaisant, presque agréable. La soirée s'est très bien passée au départ. On m'a complimenté sur le collier plusieurs fois, on m'a demandé d'où il venait, j'ai raconté l'histoire de l'héritage et j'ai savouré un peu l'attention que cet objet m'apportait. Mais vers la fin de la soirée, quelque chose a changé. J'ai commencé à ressentir une sorte de pesanteur autour du cou, comme si le collier s'était alourdi au fil des heures alors qu'il était objectivement resté exactement le même. J'ai aussi remarqué en passant devant un miroir du couloir que mon reflet me semblait légèrement décalé, comme si l'image mettait une fraction de seconde de trop à suivre mes mouvements, un détail infime que j'ai vite balayé. Je suis rentrée chez moi tard cette nuit-là, un peu grise, un peu fatiguée, sans y prêter davantage attention. J'ai retiré le collier avant de me coucher, je l'ai posé sur ma table de nuit et je me suis endormie presque aussitôt. C'est cette nuit-là que tout a réellement commencé, même si je ne l'ai compris que bien plus tard.
Je me suis réveillée en pleine nuit, le cœur battant, avec la certitude absolue que quelqu'un se tenait au pied de mon lit. Je n'ai rien vu, il faisait beaucoup trop sombre pour cela, mais j'ai ressenti une présence d'une netteté presque physique, comme une masse d'air plus dense, plus froide, concentrée à un endroit précis de ma chambre. Je suis restée figée un long moment, sans oser bouger, en écoutant ma propre respiration devenir de plus en plus rapide. Puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, cette sensation de présence s'est retirée et je me suis rendormie, épuisée. Le lendemain matin, j'ai mis cela sur le compte de l'alcool, d'un cauchemar particulièrement vivace, d'une fatigue accumulée. J'ai rangé le collier dans sa boîte et j'ai repris le cours normal de ma semaine, ou du moins j'ai essayé. Mais les nuits suivantes, même sans porter le collier, j'ai recommencé à me réveiller au milieu de la nuit, avec cette même impression tenace d'une présence dans la pièce, toujours au même endroit, toujours à la même intensité. Je me souviens d'une nuit en particulier où j'ai entendu très distinctement un raclement contre le mur, un son lent, presque hésitant, comme des ongles longs qu'on traînerait doucement le long du plâtre. J'ai allumé la lumière immédiatement, le cœur battant à tout rompre, mais il n'y avait rien. Le mur était intact, la pièce était vide, et pourtant l'air semblait encore vibrer de ce son que je venais d'entendre. J'ai commencé à dormir avec ma lampe de chevet allumée, ce que je n'avais pas fait depuis mon enfance. Je me disais que la lumière chasserait ce malaise diffus, mais elle ne faisait que rendre plus visibles les ombres qui bougeaient un peu trop. Un soir, en rentrant du travail, épuisé par une mauvaise nuit de plus, j'ai décidé d'appeler ma mère pour lui parler de tout cela. Je voulais entendre une voix rassurante, quelqu'un qui me dirait que j'étais simplement stressée, fatiguée, rien de plus. Ma mère a écouté mon récit sans m'interrompre et son silence à la fin m'a inquiété davantage que n'importe quel mot. Elle m'a finalement demandé, d'une voix hésitante, si j'avais ouvert la petite boîte en bois d'Odile. J'ai répondu que oui, que j'avais même porté le collier une fois, pensant que cela n'avait rien d'anormal ni de grave. Le silence de ma mère s'est encore prolongé avant qu'elle ne me dise tout bas que je devrais peut-être le remettre à sa place. Je lui ai demandé pourquoi, ce que ce bijou avait de si particulier, et elle m'a raconté quelque chose que j'ignorais totalement. Odile avait porté ce même collier étant jeune, à une époque où elle vivait encore avec ses parents à la campagne. Elle l'avait reçu d'une vieille femme du village, une couturière solitaire dont on disait qu'elle avait des dons étranges, en échange d'un service qu'Odile lui avait rendu, un service que ma mère elle-même n'avait jamais su décrire précisément. Peu de temps après avoir commencé à porter ce collier, Odile avait changé, disait ma mère. Elle était devenue plus renfermée, sujette à des absences, des moments où son regard se vidait complètement, comme si quelque chose en elle prenait parfois toute la place. La famille avait fini par exiger qu'elle range ce bijou après un épisode que ma mère refusait de détailler au téléphone, un épisode nocturne, disait-elle simplement, qui avait profondément marqué toute la maisonnée à l'époque. Depuis ce jour-là, Odile n'avait plus jamais reporté ce collier, mais elle n'avait jamais non plus accepté de s'en débarrasser complètement, comme si une partie d'elle craignait de le jeter et une autre partie ne pouvait tout simplement pas s'y résoudre. Ma mère m'a aussi raconté que cette couturière, la femme qui avait offert le collier à Odile, avait quitté le village peu de temps après, sans que personne ne sache vraiment où elle était partie. Certains disaient qu'elle avait fui une dette qu'elle ne pouvait plus rembourser, d'autres murmuraient qu'elle avait simplement disparu un soir, sans bagage et sans un mot d'adieu. Personne dans la famille n'avait jamais cherché à en savoir davantage. On préférait, disait ma mère, ne pas remuer certaines histoires trop longtemps, comme si le simple fait d'en parler risquait de leur redonner une forme de vie, une vie qu'on avait mis des années à endormir tant bien que mal. J'ai raccroché ce soir-là avec l'impression d'avoir soulevé un couvercle que toute ma famille, avant moi, avait pris grand soin de laisser fermer. Je me sentais coupable, d'une culpabilité étrange et diffuse, comme si j'avais réveillé quelque chose qui aurait dû rester profondément endormi. Après cet appel, j'ai raccroché avec une sensation étrange au creux du ventre, un mélange de scepticisme rationnel et d'une peur beaucoup plus ancienne, plus animale, celle qu'on ressent enfant devant le noir et qu'on croit avoir laissé derrière soi en grandissant. J'ai décidé ce soir-là de ranger définitivement le collier au fond d'un placard, loin de ma chambre, loin de mon quotidien, en me disant que la distance physique suffirait à effacer ce malaise qui s'était installé depuis quelques semaines. Mais les nuits ont continué, presque inchangées. La présence au pied de mon lit revenait régulièrement, parfois 2 ou 3 nuits d'affilée, parfois en laissant passer une semaine entière de répit trompeur. J'ai commencé à remarquer d'autres détails, plus insidieux encore. Des objets qui n'étaient plus tout à fait à leur place le matin, un tiroir entrouvert que j'étais certaine d'avoir fermé, une chaise légèrement déplacée dans ma cuisine, sans aucune explication logique. Au travail, mes collègues ont commencé à remarquer que quelque chose n'allait pas. Je m'endormais parfois debout devant mon ordinateur, les yeux ouverts, incapable de me souvenir des dernières minutes écoulées, et je répondais aux questions les plus simples avec un temps de retard qui inquiétait tout le monde.
Ma responsable m'a convoqué un mercredi après-midi pour me demander si tout allait bien. Je lui ai parlé d'insomnie, sans oser mentionner le reste, et elle m'a proposé de prendre quelques jours de repos, ce que j'ai accepté avec un soulagement teinté d'une honte que je ne m'expliquais pas vraiment. Ces jours de repos, loin d'apaiser les choses, les ont plutôt aggravées. Seule chez moi, sans horaire à respecter, sans distraction pour occuper mon esprit, je me suis mise à guetter le moindre bruit, la moindre variation de température, comme si mon corps entier s'était transformé en un instrument de mesure de cette présence. J'ai remarqué que les plantes de mon salon, pourtant robustes jusque-là, commençaient à jaunir sans raison apparente, malgré un arrosage régulier. Le chat de ma voisine, qui avait pour habitude de venir se frotter contre ma porte, refusait désormais catégoriquement de s'approcher de mon appartement, feulant dès qu'il en franchissait le seuil. Un soir, en rentrant, j'ai trouvé la petite boîte en bois posée en évidence sur mon lit, alors que je l'avais rangée tout au fond d'un placard. J'ai vérifié la porte de mon appartement, elle était bien fermée à clé, et personne, absolument personne, n'avait de double de cette clé à part moi. Je me souviens être resté un long moment debout, sans bouger, à fixer cette boîte posée sur ma couette, en essayant désespérément de trouver une explication rationnelle qui n'impliquait ni fantôme, ni malédiction, ni quoi que ce soit d'irrationnel. Je n'ai rien trouvé. J'ai rangé la boîte au fond d'un carton, scellé avec plusieurs tours de ruban adhésif, puis j'ai porté ce carton chez ma mère en lui demandant de le garder chez elle, sans lui expliquer réellement pourquoi. Pendant quelques jours, j'ai cru que tout allait enfin s'arrêter. Les nuits sont redevenues plus calmes, presque normales, et j'ai commencé à me détendre, à respirer un peu mieux, à me convaincre que j'avais simplement traversé une période de fatigue extrême. Mais un vendredi soir, ma mère m'a appelée, la voix tremblante. Elle m'a dit qu'elle entendait des bruits dans son propre appartement, des bruits similaires à ceux que je lui avais décrits, et qu'elle avait retrouvé ce matin-là la boîte ouverte sur sa table de salon. Le carton était pourtant resté scellé dans son cellier, disait-elle, elle ne l'avait pas touché depuis que je le lui avais confié. Sa voix tremblait d'une peur que je ne lui avais jamais entendue, elle qui avait toujours été la personne la plus rationnelle que je connaissais. Nous avons décidé ce soir-là de nous retrouver le lendemain pour affronter cette histoire ensemble plutôt que chacune de notre côté. Ma mère m'a proposé d'aller voir une personne qu'elle connaissait, une femme du village de son enfance, réputée pour comprendre ce genre de choses. Cette femme, que ma mère appelait simplement Madame Rosa, vivait encore non loin de la maison où avait grandi Odile. Elle avait, disait-on, hérité elle-même d'un certain savoir, transmis de génération en génération dans sa propre famille. Je dois avouer que j'ai longtemps résisté à l'idée de la consulter. Mon éducation, ma formation, tout en moi me poussait à chercher des explications logiques, un trouble du sommeil, une charge mentale trop lourde, une paranoïa alimentée par le récit de ma mère et par ma propre imagination. Mais les nuits redevenaient de plus en plus intenses. La présence au pied de mon lit ne se contentait plus d'être immobile, elle semblait désormais avancer très légèrement, comme un poids qui se déplaçait lentement sur le matelas vers mes pieds. Une nuit, j'ai senti une pression froide se refermer autour de ma cheville, une pression suffisamment réelle pour me réveiller en sursaut, le souffle coupé, incapable de crier, et j'ai dû allumer toutes les lumières de mon appartement pour me calmer. Ce même soir, en me regardant dans le miroir de ma salle de bain, j'ai remarqué une marque légèrement rougie autour de ma cheville, comme la trace d'une pression exercée par des doigts, une marque que je n'avais absolument aucun moyen d'expliquer autrement. C'est cette marque, plus que tout le reste, qui m'a poussé à accepter enfin d'aller voir Madame Rosa avec ma mère. Je n'avais plus besoin d'être convaincue par des mots, mon propre corps venait de me fournir une preuve que je ne pouvais plus ignorer. La nuit précédant notre départ pour chez Madame Rosa, j'ai fait un rêve d'une netteté troublante. Je me tenais dans une pièce que je ne connaissais pas, aux murs recouverts de tissus sombres, et une femme me tournait le dos, penchée sur un ouvrage de couture, ses mains s'activant avec une régularité presque mécanique, sans jamais s'arrêter. Dans ce rêve, je savais d'une certitude propre au songe qu'il s'agissait de la couturière du village. Je voulais lui parler, lui demander ce qu'elle avait mis dans ce collier, mais aucun son ne sortait de ma bouche, comme si ma voix elle-même avait été confisquée le temps de cette rencontre silencieuse et glaçante. Elle a fini par tourner légèrement la tête vers moi, sans se retourner complètement, et j'ai aperçu de profil un visage d'une pâleur presque minérale, des yeux d'un blanc laiteux, sans pupilles visibles, et un sourire d'une immobilité parfaite qui ne correspondait à aucune émotion reconnaissable. Je me suis réveillée en hurlant, ce qui ne m'était plus arrivé depuis l'enfance, le corps couvert d'une sueur froide, les draps trempés, et j'ai mis de longues minutes à retrouver mon souffle, recroquevillé contre la tête de mon lit, les genoux ramenés contre ma poitrine. C'est ce rêve, plus que tout le reste peut-être, qui m'a convaincu que nous n'avions plus le temps d'hésiter davantage sur la marche à suivre. J'ai appelé ma mère dès l'aube pour lui raconter ce que je venais de vivre, et c'est elle, cette fois, qui a insisté pour que nous partions le jour même plutôt que d'attendre.
Nous avons pris la route un samedi matin, ma mère et moi, dans un silence pesant, chacune perdue dans ses propres pensées. La maison de Madame Rosa se trouvait au bout d'un petit chemin de terre, entouré d'un jardin un peu sauvage, planté d'herbes que je ne savais pas nommer. Madame Rosa nous a accueillis sans grande surprise, comme si elle nous attendait depuis longtemps déjà. Elle avait un regard très clair, presque transparent, et une manière de parler lente, posée, qui m'a immédiatement mise mal à l'aise. Je lui ai raconté, du mieux que je pouvais, tout ce qui s'était passé, le collier, la boîte, les nuits, la marque autour de ma cheville. Elle m'a écouté sans m'interrompre une seule fois, hochant simplement la tête à intervalles réguliers, comme si tout cela lui semblait familier. Quand j'ai eu terminé, elle est restée silencieuse un long moment. Puis elle m'a expliqué, avec des mots simples mais graves, que certains objets, au fil du temps, finissaient par absorber quelque chose, une empreinte, une énergie, une présence qui ne demandait qu'à trouver un nouveau porteur. Elle m'a dit que ce collier n'avait probablement jamais été maudit à l'origine, mais qu'il avait servi à une époque très ancienne de point d'ancrage à quelque chose qu'on ne pouvait ni nommer clairement, ni comprendre entièrement, quelque chose qui se transmettait d'une personne à l'autre à travers cet objet précis. Selon elle, le fait d'avoir porté ce collier, même une seule fois, avait suffi à établir un lien, une sorte de porte laissée entr'ouverte, et cette présence, quelle qu'elle soit, cherchait désormais à s'installer plus profondément, plus durablement, en utilisant ce lien comme un passage. Elle m'a affirmé qu'il n'était pas trop tard, que le lien était encore récent, encore fragile, mais qu'il faudrait accomplir certains gestes précis pour refermer cette porte avant qu'elle ne devienne définitivement impossible à fermer. Je ne vais pas vous détailler ici tout ce rituel, en partie parce que Madame Rosa m'a demandé une certaine discrétion, en partie parce que je n'ai moi-même pas tout compris sur le moment, tant j'étais concentrée sur ma peur et sur l'espoir que tout cela s'arrête enfin. Ce que je peux vous dire, c'est que cela impliquait de retourner sur les lieux où le collier avait été offert à Odile pour la première fois, un vieux terrain, en lisière de forêt, où se trouvait autrefois la maison de cette couturière solitaire dont plus personne ne se souvenait vraiment. Nous nous y sommes rendus un soir, ma mère, Madame Rosa et moi, alors que la nuit tombait déjà sur les champs environnants. Le froid était vif, un froid qui n'était pas seulement climatique, un froid qui semblait sourdre directement du sol sous nos pieds. Je portais le collier ce soir-là, pour la dernière fois de ma vie, je l'espérais, et je sentais son poids contre ma peau comme jamais je ne l'avais senti auparavant, lourd, presque vivant, presque conscient de ce qui s'apprêtait à se passer, comme s'il comprenait qu'on venait précisément pour le priver de son emprise. Madame Rosa nous a demandé de rester silencieuse, de ne prononcer aucun mot tant qu'elle ne nous y autoriserait pas, et de garder les yeux fermés à un moment précis qu'elle nous indiquerait, peu importe ce que nous pourrions entendre ou ressentir autour de nous. J'ai senti à un moment de ce rituel l'air se charger d'une densité nouvelle, une pression sur les tympans semblable à celle qu'on ressent en avion, et j'ai entendu très distinctement un souffle près de mon oreille, un souffle qui n'était ni celui de ma mère, ni celui de Madame Rosa. J'ai eu l'impression pendant quelques secondes interminables que quelque chose essayait de parler directement dans ma tête, des mots que je ne parvenais pas à saisir clairement, mais dont l'intention, elle, était limpide, une supplication ou peut-être une menace. Madame Rosa m'a demandé à cet instant précis de retirer le collier et de le poser au centre d'un petit cercle qu'elle avait tracé au sol avec de la craie et quelques éléments naturels, sans jamais quitter des yeux la pierre sombre qui semblait presque vibrer dans mes mains. J'ai obéi, les mains tremblantes, et j'ai reposé le collier sur le sol en sentant un soulagement immédiat parcourir tout mon corps, comme si un poids invisible venait de quitter mes épaules, un poids que je portais depuis des semaines sans même en avoir pleinement conscience. J'ai senti, l'espace d'un instant, une résistance presque physique dans l'air autour de moi, comme une main invisible qui aurait voulu m'empêcher de reculer d'un pas, et j'ai dû puiser au fond de moi une volonté que je ne me connaissais pas pour continuer à obéir aux instructions calmes et posées de Madame Rosa. Le vent, qui était pourtant absent depuis le début de la soirée, s'est soudainement levé, faisant claquer les pans de nos vestes et soulevant la poussière autour du petit cercle tracé au sol, et j'ai entendu mêler à ce vent un son qui ressemblait à un gémissement lointain, un son que j'ai préféré, sur le moment, attribuer à une branche frottant contre une autre. Ce qui s'est passé exactement ensuite reste flou dans mon souvenir. Madame Rosa a prononcé des mots dans une langue que je ne connaissais pas, un mélange de patois local et de termes plus anciens encore, et j'ai fermé les yeux comme elle me l'avait demandé au moment où sa voix a changé de ton. J'ai entendu un bruit sourd, comme un souffle qui s'éloigne rapidement, suivi d'un silence si total que j'ai cru un instant être devenue sourde. Quand Madame Rosa nous a enfin autorisés à rouvrir les yeux, le collier était toujours là, mais quelque chose en lui semblait s'être éteint. La pierre, qui était sombre et presque noire jusque-là, avait pris une teinte grise, terne, presque poussiéreuse, comme un charbon qui aurait fini de brûler et qui ne serait plus désormais qu'un résidu inerte, sans plus aucune flamme à l'intérieur.
Madame Rosa nous a expliqué que ce collier avait été vidé de ce qu'il contenait, que la présence avait été renvoyée là d'où elle venait, ou du moins quelque chose d'approchant, et qu'il ne représentait désormais plus aucun danger, même s'il valait mieux, selon elle, ne jamais chercher à le porter à nouveau. Elle nous a conseillé de l'enterrer là, sur ce même terrain, plutôt que de le ramener chez nous ou de tenter de le détruire autrement, en nous expliquant que certains objets préféraient retourner à la terre plutôt que d'être manipulés davantage par des mains qui ne comprenaient pas ce qu'ils avaient porté. Nous avons creusé un petit trou, ma mère et moi, à la lueur d'une simple lampe torche, dans un silence presque religieux, et j'ai déposé moi-même le collier au fond de ce trou, avant de le recouvrir de terre, geste après geste, comme on referme une vieille blessure. Le trajet du retour s'est fait dans un silence différent de celui de l'aller, un silence plus léger, presque apaisé, malgré la fatigue immense qui pesait sur nous deux. Je me souviens avoir regardé par la fenêtre de la voiture en me demandant combien de temps il me faudrait pour croire réellement que tout était fini. Les nuits suivantes ont été différentes, presque immédiatement. Je me suis réveillée, les premiers jours, avec une certaine appréhension, guettant malgré moi la moindre sensation de présence au pied de mon lit, mais rien ne venait, absolument rien, et ce vide, pour une fois, m'a semblé rassurant. Il m'a fallu plusieurs semaines pour retrouver un sommeil vraiment normal, sans cette tension permanente qui m'accompagnait au moment de me coucher. La marque autour de ma cheville a fini par s'estomper complètement, ne laissant derrière elle qu'un souvenir que je préfère aujourd'hui garder pour moi. Quelques mois plus tard, j'ai fini par retourner voir Madame Rosa, seule cette fois, simplement pour la remercier, mais aussi parce que certaines questions me hantaient encore. Je voulais savoir si Odile, avant de mourir, avait su que je finirais un jour par ouvrir cette boîte, et si, d'une certaine façon, elle avait anticipé tout ce qui allait se produire. Madame Rosa m'a répondu avec une prudence qui m'a semblé sincère. Elle m'a dit qu'Odile était venue la voir, il y a bien longtemps, pour lui demander conseil sur la meilleure façon de se débarrasser de ce collier, mais que le rituel nécessaire n'avait, à l'époque, pas pu être mené à son terme. Odile avait renoncé, disait Madame Rosa, terrifiée à l'idée que le processus échoue et que la présence, dérangée sans être réellement chassée, ne se venge d'une manière ou d'une autre. Elle avait préféré enfermer le collier, l'oublier du mieux qu'elle le pouvait, en espérant secrètement qu'il resterait ainsi endormi pour le reste de sa vie, et au-delà. Cette explication m'a apporté un mélange étrange de soulagement et de tristesse. J'ai compris que ma tante n'avait jamais cherché à me nuire en me laissant cet héritage, qu'elle avait simplement porté seule pendant des décennies, un fardeau qu'elle n'avait jamais su comment déposer véritablement, faute d'avoir pu aller jusqu'au bout du geste. J'ai aussi appris ce jour-là que je n'étais probablement pas la première personne de la famille à avoir ressenti cette présence après Odile. Une cousine éloignée, que je n'avais jamais rencontrée, avait vécu des épisodes similaires bien des années auparavant, après avoir simplement manipulé la boîte fermée. Cela m'a fait réaliser à quel point certains objets, même enfermés, même tenus à distance, continuent malgré tout à exercer une forme d'influence sur ceux qui s'en approchent trop, comme des braises qu'on croit éteintes mais qui couvent encore sous la cendre, prêtes à reprendre vie au moindre courant d'air un peu trop insistant. Je repense souvent à ce petit mot laissé par ma tante Odile, ne le porte jamais, ne le sors jamais de cette boîte, et je comprends aujourd'hui à quel point ces quelques mots portaient en eux tout le poids d'une expérience qu'elle n'avait jamais osé raconter en détail. Aujourd'hui, quand je croise par hasard un bijou ancien chez un brocanteur, ou quand quelqu'un me montre fièrement un héritage familial retrouvé dans un grenier, je ne peux m'empêcher de ressentir un léger malaise, une vigilance instinctive, là où auparavant je n'aurais vu qu'un objet chargé d'une histoire simplement sentimentale. J'ai gardé le petit mot d'Odile, celui écrit de sa main tremblante, plié dans un tiroir de mon bureau, comme une sorte de talisman inversé, un rappel constant de ce qu'il peut en coûter d'ignorer un avertissement que quelqu'un, avant nous, a jugé nécessaire de laisser malgré son silence habituel. Je n'ai jamais raconté cette histoire à personne d'autre qu'à ma mère et à quelques proches très intimes, par peur du jugement, par peur qu'on me prenne pour quelqu'un de fragile ou d'imaginatif à l'excès, mais avec le temps, j'ai fini par comprendre que ce silence, c'était exactement ce qui avait permis à cette histoire de perdurer aussi longtemps dans ma famille. C'est en partie pour cette raison que j'ai choisi ce soir de la partager avec vous, non pas pour vous effrayer inutilement, mais parce que je crois profondément que certaines expériences méritent d'être racontées, ne serait-ce que pour que d'autres, un jour, reconnaissent les signes avant qu'il ne soit trop tard pour eux aussi. Je ne sais toujours pas exactement ce qui vivait dans ce collier, ni depuis combien de temps, ni combien de personnes, avant Odile et avant moi, avaient un jour porté cette pierre sombre autour de leur cou, sans savoir ce qu'elle laissait ainsi entrer dans leur vie. Ce que je sais en revanche, c'est que je ne rouvrirai plus jamais la moindre boîte accompagnée d'un avertissement écrit à la main et que je porte désormais un regard bien différent sur tous ces objets anciens qu'on hérite sans vraiment se poser de questions. Depuis cette nuit passée en lisière de forêt, je vis normalement, je dors normalement, et cette histoire est aujourd'hui refermée.
Comme ce trou que nous avons rebouché ensemble, ma mère et moi, sous un ciel qui ne nous avait jamais paru aussi silencieux. Je referme ce chapitre de ma vie comme on referme un vieux tiroir grinçant, avec la conscience qu'il restera toujours, tout au fond, une trace de ce qui s'y est joué. Mais aussi avec la certitude, aujourd'hui apaisée, que cette porte-là, celle que ce colis avait entr'ouverte l'espace de quelques semaines, est désormais bel et bien refermée. Merci infiniment de m'avoir écouté ce soir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne À la lueur de la bougie pour ne manquer aucun de nos prochains témoignages, et n'hésitez pas non plus à partager vos propres histoires en commentaire, et je vous donne rendez-vous demain soir, à la même heure, à la lueur de la bougie.